je vais parler en 6 points pour finalement revenir sur ce qui a été dit ce matin, mais mettre ça en perspective avec ce qui nous intéresse. Alors le premier point, c'est que de toute évidence, l'écho que nous voulons, donc à 15 de la CEDEAO, je profite vraiment de cette tribune pour réaffirmer mon attachement à l'écho qu'on appelle l'écho de la CEDEAO, à 15, puisque c'est ce qui nous rassemble et c'est le seul écho en fait. Okay. Pour dire que vraisemblablement, ça va être un objet monétaire non identifié. Cet écho va être un objet monétaire non identifié et c'est pour ça que nous avons besoin de l'identifier, parce qu'il y a en fait 2 philosophies qui sont au cœur de la construction monétaire en Afrique de l'Ouest. Et je crois que ça va être un moment de mise en confrontation de ces 2 philosophies. Il y a une première philosophie qu'on peut qualifier d'ordo-libérale, c'est-à-dire celle du franc CFA, donc celle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une philosophie plutôt monétariste avec, pour la politique monétaire, un seul objectif, c'est la stabilité des prix ou la lutte contre l'inflation. Donc c'est l'article 8 du traité de l'Union monétaire ouest-africaine. Et c'est aussi le même objectif que la Banque centrale européenne. Voilà, c'est l'idée que la monnaie est un voile, qu'elle ne sert que pour les échanges et qu'elle n'est pas désirée pour elle-même. Au fond, c'est ça, et tout ça s'incarne dans la théorie quantitative de la monnaie. C'est-à-dire que la relation entre la masse monétaire et la production, elle est quasiment illusoire. Et donc, toute augmentation de la masse monétaire se révèle à plus ou moins brève échéance dans le niveau général des prix. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de la neutralité monétaire. Donc, on a la dichotomie entre la monnaie et la sphère réelle, et on pense que la monnaie est neutre. Tout ça, en plus, est conforté par les critères de convergence de l'UEMOA, ce qui fait qu'on est vraiment dans ce qu'on peut qualifier de philosophie ordo-libérale à l'allemande. Donc les critères de Maastricht, on en a parlé ce matin. Mais en face, vous avez ce qu'on qualifie aujourd'hui dans le débat monétaire de théorie monétaire moderne. Vous savez qu'il y a un ouvrage qui fait la une de l'actualité depuis quelques semaines, l'ouvrage de Stephanie Kelton, Le mythe du déficit. Stephanie Kelton est une économiste américaine qui a beaucoup inspiré la campagne de Joe Biden aux États-Unis. Et donc, on peut la qualifier de super keynésienne. Disons, pour ceux qui maîtrisent la théorie monétaire, elle est quelque part entre l'économie post-keynésienne et la théorie institutionnaliste en matière monétaire. Mais bon, pour résumer, on peut la qualifier de super keynésienne. Et le fameux plan Biden de 2900 milliards de dollars qui vient d'être adopté doit beaucoup à cette théorie monétaire moderne qui pousse à ce qu'on peut qualifier de rupture paradigmatique. Pour faire face à la pandémie de Covid, on voit que tous les États sont devenus keynésiens, et beaucoup plus qu'après la crise de 2008. Et donc, dans l'Afrique de l'Ouest, ce sont les pays non francophones qui ont cette tradition de monnaie active, avec des répercussions dont on a parlé ce matin, des phases d'hyperinflation, des phases de décrue rapide du taux de change. Mais globalement, ces 2 philosophies vont devoir se mettre ensemble à un moment ou à un autre pour dire quelle est la philosophie de la monnaie éco à 15. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin sur ce premier point, mais je pense qu'il y a un travail, en fait, de convergence qu'on peut qualifier d'idéologique autour de l'écho que nous voulons. Deuxième point, qui, à mon avis, mérite aussi une clarification, c'est que dans le débat passablement confus
que nous entretenons depuis les annonces de décembre 2019 autour de la mise en place de l'ECO, nous n'arrivons pas à distinguer ce qui relève de la vision que nous avons de l'intégration régionale de ce qui relève du débat sur le régime de change. Ça me paraît fondamental de faire la distinction. Alors, sur la vision de l'intégration régionale, nous devons avoir aussi une discussion très nette sur quelle est l'intégration régionale que nous voulons. Est-ce que nous voulons une intégration régionale maximale, qu'on pourrait qualifier de fédéraliste, ou est-ce que nous voulons une intégration régionale minimale, qu'on pourrait qualifier de simple coordination des politiques, programmes et projets? Ça n'a pas la même incidence du point de vue de la solidarité budgétaire dans l'espace ouest africain. Si nous voulons un régime plutôt fédéraliste, nous allons demander une plus grande solidarité budgétaire. Et donc, nous allons rentrer dans un véritable fédéralisme budgétaire. C'est-à-dire que quand vous prenez les pays nord-américains, comme les États-Unis ou le Canada, vous voyez que le budget fédéral peut aller jusqu'à 30% en fait, du PIB. Ce n'est pas exclu. L'Union européenne, c'est 1% du PIB de l'Union européenne. Okay? Le budget communautaire. Et quand vous prenez l'espace UEMOA, le budget de la commission de l'UEMOA, c'est 0,3% du PIB de l'UEMOA. Okay? Et donc, ça veut dire qu'en cas de choc asymétrique, si vous êtes dans un système fédéral, c'est le budget communautaire qui va répondre à ce choc. Puisque par définition, la monnaie ne pourra pas y répondre. Puisque la politique monétaire, elle va gérer les chocs symétriques. Donc les chocs qui affectent toutes les économies en même temps. Et sa lecture sera plutôt une lecture moyenne. Donc un cycle moyen. Mais donc les extrémités du cycle ne pourront être gérées que par le budget fédéral. Et donc, mais si, à contrario, vous ne voulez pas une intégration maximale, vous allez vous en tenir à la simple coordination des politiques économiques. Et là, par rapport aux chocs asymétriques ou aux chocs symétriques, mais qui ont un impact asymétrique, vous ne pourrez pas compter sur la solidarité budgétaire. Et c'est là toute la hantise du Nigeria dans notre expérience que nous sommes en train de construire. C'est-à-dire que le PIB annuel de la Gambie correspond au PIB journalier du Nigeria. Pour être plus précis, quand la Gambie travaille pendant une année, ce qu'elle produit, ça représente 23 heures de travail du Nigeria. Même pas une journée. Donc si vous mettez la Gambie et le Nigeria dans le même espace, avec la même monnaie, si vous ne créez pas des mécanismes de solidarité, la Gambie va disparaître. Parce que l'entrepreneur nigérian, il a un marché de 200 millions potentiels. Et c'est ce qui fait qu'il va prendre des décisions. Le Gambien, il a un marché peut-être de 4-5 millions. Ou le Togolais, il a 5-6 millions de marché potentiel. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une lecture de la vision de l'intégration régionale qui est tout à fait concrète et qui va déterminer le succès ou l'échec de la monnaie. Et c'est pour ça que Didier disait tout à l'heure, dis-moi quelle économie tu veux. On pourrait dire, dis-moi quel est le degré de solidarité que tu es prêt à consentir à autrui et je te dirai de quelle monnaie tu as besoin. En fait, bon, pour les régimes de change, je ne vais pas insister, c'est un autre débat. Comme vous le savez, le FMI définit aujourd'hui 8 régimes de change. Okay. Donc on pourrait passer des années à discuter du meilleur régime de change. Bon. On a les régimes de change qu'on appelle les pays sans monnaie propre. On a les currency boards, qu'on appelle encore les régimes de caisse d'émission. Vous avez les régimes de change fixe. Vous avez les bandes de fluctuation, vous avez les changes glissants, vous avez les bandes glissantes, vous avez les flottements gérés et vous avez le flottement total. Ça fait 8 régimes. Okay. Donc, la question du régime de change, il faudrait du temps pour en discuter
et dire quel est exactement le régime de change que nous voulons pour l'éco. Okay. Point numéro 3, je vais vite hein, parce qu'on aura du temps dans les jours à venir pour continuer les échanges. C'est la question du statut de la convergence dans notre espace CEDEAO. Ça a été abordé par plusieurs intervenants, notamment le professeur Adama Diao, qui l'a d'ailleurs très bien abordé. Moi, je pense que c'est lié à la question de la synchronisation des cycles économiques. Pourquoi nous n'arrivons pas à converger déjà dans l'espace UEMOA où nous avons la même monnaie depuis 75 ans? C'est parce que nous n'avons pas eu de transformation structurelle de nos économies et donc nos économies sont restées primaires. Or, pour converger, il faut pouvoir avoir la maîtrise, un minimum, du processus de développement économique. Mais comme nous sommes restés dans des économies primaires, nous sommes en fait en but à une absence structurelle de convergence. Je vous donne un seul exemple. Dans l'espace UEMOA, nous avons des pays sahéliens et des pays côtiers. Les pays sahéliens ont 6 mois de saison sèche et 6 mois de saison pluvieuse, ou en tout état de cause, une saison sèche et une saison pluvieuse, même si le nombre de mois peut varier. Mais sur la côte, nous avons 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Donc ça veut dire que déjà sur cette base, on sait qu'on ne va pas converger. Parce que quand il pleut, l'offre agricole est plus grande, ça réduit les prix sur les marchés ruraux et ça se transmet sur les marchés urbains. Voilà. Et donc nous savons que quand nous convergeons, c'est de manière épisodique, mais que structurellement, nous ne pouvons pas converger. C'est pour ça que nous avons toujours reporté l'échéance de convergence. Okay. Maintenant, quand vous prenez l'ensemble de la CEDEAO, vous avez 3 pays qui ont les meilleures convergences réelles, c'est-à-dire la convergence du PIB par habitant. C'est le Nigeria, le Ghana et le Cap-Vert. Maintenant, la Côte d'Ivoire vient de rattraper le Nigeria. Et donc, nous avons quelque part 4 économies qui ont les meilleurs ratios de richesse par habitant. Or, ces 4 économies, en fait, c'est quasiment 95% du PIB de la CEDEAO, puisque le Nigeria tout seul fait à peu près 70%. Ensuite, vous avez le Ghana qui fait 15%, la Côte d'Ivoire qui fait à peu près 12-13%. Okay. Et donc, lorsqu'on parle de convergence dans la CEDEAO comme préalable à la création de la monnaie éco, on peut attendre encore des siècles, en fait. Et du coup, par rapport aux propos précédents, je crois qu'il y a une articulation à faire entre notre degré de solidarité que nous voulons consentir et ce que nous voulons entendre par convergence. Parce qu'il y a la convergence nominale, mais il y a aussi la convergence réelle, et enfin la convergence structurelle. Ce n'est pas la même chose. Donc, de quelle convergence on parle? Donc, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental. J'ai échangé avec Dominique Strauss-Kahn à ce propos, parce qu'il a eu l'amabilité de commenter un de mes derniers papiers, et lui me dit, il vous faut une convergence minimale pour entrer dans l'éco, et ensuite, via le processus d'endogénéisation des cycles issus de la création de la monnaie unique, vous aurez une convergence additionnelle. Donc lui, c'est sa lecture. Il vous faut un minimum de convergence pour créer la monnaie, et ensuite la création de la monnaie elle-même va engendrer une hausse de la convergence. Mais le débat est ouvert. Point numéro 4, je reviens sur les propos de Didier et de Wilfried Dorego autour du financement et des taux d'intérêt. Wilfried Dorego a bien dit, quand les taux directeurs de la Banque centrale qui sont à 2% et les taux de sortie des banques qui sont 10 points de base au-dessus, il y a des marges, en fait. Et ces marges, pourquoi elles sont aussi élevées? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence dans le secteur bancaire de notre espace. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un système oligopolistique. À l'époque, on parlait du cartel des banques françaises qui s'entendaient sur les taux d'intérêt. Je pense que ce cartel a volé en éclats, puisqu'aujourd'hui, les premiers investisseurs en Afrique
francophone, ce sont les Marocains. Ce sont eux qui ont racheté la plupart des anciennes banques françaises. Et puis vous avez des banques subsahariennes, panafricaines, comme Ecobank, qui sont rentrées dans le jeu aussi. Mais il n'empêche, il y a encore de la marge pour faire de la concurrence bancaire. L'idée, c'est de diminuer les taux d'intérêt. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est quelque chose qui me paraît dangereux. Les banques, au lieu de financer l'économie réelle, vont acheter les titres d'État. Pourquoi? Parce que ces titres sont facilement éligibles au refinancement auprès de la Banque centrale. Et donc, on a d'une part les États qui ne sont plus financés par la Banque centrale depuis décembre 2000, qui vont sur le marché financier avec des taux d'intérêt de 6% en moyenne, donc qui évincent le secteur privé. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Mais les banques elles-mêmes vont racheter les obligations d'État et ne financent plus l'économie réelle. Et donc là, il y a deux risques. C'est le sous-financement de l'économie réelle, mais il y a aussi un autre risque, c'est que la crise de la dette, si elle devient effective, va engendrer une crise du secteur bancaire. Parce que quand vous observez le portefeuille des banques dans notre espace, 30% du portefeuille des banques, ce sont les titres d'État. Donc si les États font faillite, les banques feront faillite. Et donc on a un enjeu autour du financement qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et cet enjeu va dans l'espace CEDEAO dans son ensemble autour des questions de régulation bancaire. Quid de la commission bancaire de la CEDEAO demain? Est-ce que ces ratios prudentiels seront les ratios prudentiels de la commission bancaire de l'UEMOA ou est-ce que ce seront les ratios prudentiels du Nigeria, par exemple? Okay. Et vous savez que chez nous, les banques sont très frileuses parce que les ratios prudentiels sont très contraignants. Mais au Nigeria, le gouverneur de la Banque centrale oblige les banques commerciales à prêter à hauteur minimale de 60% de leurs fonds propres. Sinon, on retire l'agrément bancaire. Et donc, on est vraiment dans une disjonction de vision dont il ne faut absolument pas sous-estimer l'impact. Point numéro 5, c'est la question du financement du marché intérieur. Moi, je vais vous dire ma lecture du débat qui est le nôtre. Je crois qu'au fond, ce dont nous débattons avec l'ECO, c'est de savoir comment la monnaie peut participer à la transformation structurelle des économies de l'espace ouest-africain. Ce que nous reprochons au franc CFA, c'est d'être le véhicule de l'extraversion de l'économie. C'est-à-dire que c'est un système qui accompagne l'accumulation de richesses hors de la zone. Parce qu'il y a la fixité du change avec l'euro, parce qu'il y a la totale garantie de convertibilité entre le CFA et l'euro, il y a la liberté de circulation de capitaux de la zone franc vers la zone euro. Quand vous avez ces trois caractéristiques, vous n'avez aucune incitation à réinvestir sur place les bénéfices que vous faites. Parce qu'il vaut mieux sécuriser vos bénéfices dans la zone qui apparaît la moins risquée. Et ce que je dis est d'autant plus fondé que quand vous observez les taux d'intérêt entre la zone euro et la zone franc, vous êtes surpris. Tout le monde nous dit que la zone franc est une zone stable, avec une monnaie sûre qui est accolée à une des monnaies les plus sûres du monde, qui est l'euro. Mais quand vous avez une telle situation, comment vous expliquez le niveau des écarts entre les taux d'intérêt de la zone euro et de la zone franc? Aujourd'hui, vous empruntez pour 30 ans, sur 30 ans, dans la zone euro, à moins de 2%. Et dans la zone CFA, ce n'est pas à moins de 10%. Donc, quand vous n'avez pas de risque de perte en capital et que vous n'avez pas d'inflation, ce qui est le cas de notre zone, il n'y a pas de raison qu'on réclame une prime de risque aussi élevée. Donc, ça veut dire que la stabilité dont on nous parle
est pour une grande part une stabilité illusoire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut aller regarder de plus près l'explication du différentiel de taux d'intérêt. Et avec l'éco, notre ambition, c'est d'avoir une monnaie qui permette de financer les économies à des taux d'intérêt faibles et d'assurer dans le même temps une compétitivité à l'export de nos différentes filières. Et donc, quelle monnaie pour quel développement? Ça veut dire quelque part, quelle monnaie pour assurer la transformation structurelle de nos économies. Et comme l'a dit Didier tout à l'heure, notre enjeu, en fait, ce colloque, ce n'est pas simplement pour faire joli, ce n'est pas simplement pour dire des universitaires se réunissent. C'est parce que nous qui sommes au front, nous nous rendons compte qu'avec une population qui a un âge médian de 19 ans, dont les 2/3 ont moins de 35 ans, et dont la taille double tous les 25 ans, si vous ne donnez pas à cette population des perspectives, vous allez à l'implosion. C'est purement mécanique. Si vous ne donnez pas dans l'urgence à cette population jeune qui n'a aucune perspective les moyens de financer des activités génératrices de revenus, les moyens à l'État d'avoir des ressources fiscales additionnelles via la création de valeur, donc le développement du secteur secondaire, et qui permet le développement des emplois, vous allez dans le mur. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait, de notre colloque. Et pour ça, et je vais passer à mon dernier point, pour ça, nous n'avons pas d'autre choix, donc mon 6e point, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser de manière intelligente, pragmatique, mais volontariste, les instruments de politique économique dont nous disposons. C'est ça. À l'heure actuelle, dans le système zone franc, et ça a été dit tout à l'heure, le poids de l'ajustement revient au budget, à la seule arme budgétaire. Mais dans un contexte où le taux de pression fiscale est inférieur à 20% du PIB. Dans un pays comme la France, le taux de pression fiscale est supérieur à 45% du PIB. Ça veut dire que chaque année, dans un pays comme la France, presque la moitié de la richesse produite revient à l'État, et c'est comme ça que l'État peut financer ses dépenses publiques et la cohésion sociale. Donc nous, à partir du moment où la structure de l'économie ne permet pas d'avoir des rentrées fiscales suffisantes et que nous n'avons pas de marge de manœuvre sur l'arme monétaire qui est connectée directement à l'euro via ce que nous appelons le triangle des incompatibilités de Mundell, eh bien, on a l'obligation d'essayer de nous réapproprier des instruments de notre souveraineté économique. Donc, quand nous parlons de la souveraineté, ce n'est pas une souveraineté éthérée, ce n'est pas une souveraineté théorique. C'est simplement dire que plus de 60 ans après les indépendances, on ne peut pas ne pas utiliser les instruments de régulation conjoncturelle, la monnaie et le budget, et se contenter d'utiliser les flux d'aide publique au développement. C'est-à-dire que c'est la seule zone au monde qui refuse d'utiliser ces instruments et qui attend que le reste du monde lui donne les moyens financiers de son développement. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est un exercice de réappropriation de notre souveraineté que nous sommes conviés, chers amis. Ce n'est pas simplement à des débats de théoriciens. Mais à cette fête de la pensée pour l'action, nous devons accepter tous les points de vue. Et nous espérons que cet après-midi et les jours à venir, tous ces points de vue pourront continuer de s'exprimer pour qu'on arrive à la fin, sinon à une convergence totale de vues, mais au moins, comme le dit le philosophe Patrick Vivert, qu'on soit d'accord sur nos désaccords. Merci.